Chers amis de l'opinion des jeunes, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir dans cette nouvelle édition de Face à Face. Vous avez été nombreux à réclamer ouvrir la voie à des échanges avec différents profils de notre pays et bien entendu à l'international. Nous ne manquerons pas de le faire. Nous sommes heureux des suggestions que vous nous faites et donc nous avons aujourd'hui choisi d'accueillir parmi nous et dans nos studios une personnalité du monde de l'architecture qui a marqué de son passage un certain nombre de postes qu'il a assumés, tant dans l'enseignement que dans la direction. J'ai nommé Simontassir Ben Saïd, qui est avec moi dans les studios. Simontassir Ben Saïd, bonjour. Bonjour, c'est Abdilah. Je vous remercie d'avoir accepté de nous rejoindre au studio pour essayer d'échanger sur ce que vous avez fait, votre carrière, votre formation, mais également sur un certain nombre d'autres sujets qui sont d'actualité. Vous êtes architecte, vous avez fait votre formation au Maroc et à l'étranger. Vous avez exercé en tant qu'architecte ici et notamment dans d'autres pays, notamment en Arabie Saoudite. Et puis par la suite, vous avez été repéré, si je puis me permettre, par un membre du gouvernement qui vous avait fait la proposition de prendre la charge de l'École nationale d'architecture dans le temps. Je voudrais qu'on revienne là-dessus brièvement. Vous avez pris le taureau par les cornes, pris la responsabilité de l'école dans son état, essayé d'ouvrir, faisant un constat, et essayer d'ouvrir cette école sur d'autres perspectives, ici au Maroc et également sur le vieux continent, et en donnant un peu plus de tonus pour faire sortir des promotions plus larges. Parlez-nous de cela et si vous voulez, toucher un mot sur vous-même. Merci Sikadili. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Je suis vraiment très touché de pouvoir participer à ce débat. C'est vraiment l'école, ça a été une expérience extraordinaire. Vous savez, moi je suis un architecte du privé, formation scandinave, danoise, les États-Unis et tout ça. Et un matin, il y a Sergera qui me rencontre par hasard et il me dit est-ce que ça t'intéresserait de devenir directeur de l'École nationale d'architecture? Alors j'ai rigolé, j'ai dit tu sais, moi je suis dans le privé. Ouais. Alors il m'a regardé comme ça, il m'a dit ben écoute, si les gens dont on a besoin ne veulent pas se mettre à la disposition de notre pays, comment les choses vont se développer? Parce qu'on avait parlé au préalable, j'étais très frustré par l'enseignement, très frustré par ce qui se passe et ce que nous produisons en termes de nombre, architectes et beaucoup de choses. Et j'avais plein d'idées qui foisonnaient comme ça et j'avais pas une plateforme. L'école est devenue une plateforme pour vous? Voilà, c'est devenu une plateforme. Un beau matin, j'étais à Paul en train de prendre café. Sitsofer m'appelle, il me dit vous êtes nommé par Sa Majesté à la tête de l'École nationale d'architecture. J'ai répondu est-ce que c'est une blague? C'est tout drôle comme façon d'annoncer une nomination. C'était 9h du matin, à midi, j'étais en train de prendre mes fonctions. Très bien. À partir de là, voilà, moi j'avais un constat. Moi je suis quelqu'un qui aime son pays, qui est extrêmement intéressé par la culture et l'enseignement. Et puis l'École nationale d'architecture était vieillotte, un système un peu dépassé. Et je me suis dit, je vais réformer. Et j'ai réformé contre vents et marées, ça a été extrêmement dur. Par contre, les points les plus importants pour moi étaient de la mettre à niveau avec l'Europe et les États-Unis. Deuxièmement, vous êtes engagé dans des accords de coopération avec l'Italie, avec la France. Tous les accords qu'il y avait étaient asymétriques. Les accords qu'il y avait avant mon arrivée étaient asymétriques. C'est-à-dire, eux nous envoyaient leurs profs, mais nous, on n'envoyait pas les nôtres. Oui. Ils nous envoyaient leurs étudiants, nous, on n'envoyait pas les nôtres. J'ai demandé... Pour quelle raison? Est-ce que nous n'avons rien à offrir? Non, parce qu'ils pensent qu'ils sont des donneurs de leçons. Alors moi, j'ai appelé le ministère de la Culture français et j'ai dit, je résilie tous les accords. Pourquoi? J'ai dit, je veux voir votre attaché culturel. Et un gars est venu, un monsieur qu'on m'avait dit extrêmement dur, mais pour moi, il a été très sympathique. Et je dis, écoutez, monsieur, moi, je n'ai aucun complexe. Je suis de formation européenne, mes étudiants sont aussi bons que les Européens et mes profs sont aussi bons que les autres. On fait des accords symétriques. Et j'ai signé, en l'espace de 8 ans, 62 conventions internationales. Avec du recul, feriez-vous la même chose maintenant? Je ferai la même chose
Sans aucune bémol, sans rien? Absolument pas. Sincèrement, j'ai poussé l'école au maximum. Vous savez, avez créé une branche à Tétouan, vous avez essayé Tanger. D'abord la création des 3 écoles. Non, les 3 écoles, okay. Ça a été amusant. Un beau matin, j'appelle Tsoufir toujours, je lui dis, Gérard, je voudrais créer 3 écoles d'architecture. Il me dit, avec quoi? J'ai dit, je vais les créer. Il me dit, fonce. Il m'envoie un message, il me dit, fonce. Et j'ai créé les 3 écoles. J'ai signé avec la mairie de Marrakech, et on a eu l'IFTO, que Gérard nous a donné. J'ai signé avec Tétouan et Fès. Et j'ai dit qu'il faut, à partir de maintenant, commencer à penser à l'avenir pour limiter le nombre d'écoles d'architecture privées, avec des quotas. Ça n'a pas été fait. Là, nous avons une sorte de pagaille en ce moment. Mais au moins, ça a été le point de départ. Et je suis très heureux d'avoir créé ces 3 écoles qui sont devenues maintenant des écoles autonomes. On a combien d'architectes au Maroc aujourd'hui? D'abord, on est au-delà de 5 000, 6 000. Est-ce que ça couvre les besoins ou est-ce que nous allons faire appel? C'est pas que ça couvre les besoins, c'est mal réparti. D'accord. C'est mal réparti et c'est mal formé. D'accord. Il y a une question de formation et de répartition. Vous reverrez les curricula? Ah, moi je reverrai complètement. Les diplômes également, vous le ferez? Les diplômes, le curriculum, la formation des formateurs. Les professeurs, il y a des professeurs qui sont... Avec quels moyens? Écoute, les moyens, on les crée. Nous avons des conventions. Moi, la France voulait bien nous envoyer des formateurs. Nous aussi, on a des pays chez nous qui peuvent former. On a eu des accords avec le Liban, avec plein de gens. On peut toujours améliorer. Mais on ne peut pas mettre n'importe qui pour prendre en charge... Quand on visite nos villes, oui. Quand on visite Tanger, Fès, oui. Tétouan, quand on visite, bien entendu, les vieux quartiers... on se rend compte à quel point notre architecture avait un visage, avait des moyens, etc. Et puis quand on va dans nos nouvelles villes aujourd'hui, on est un petit peu... on est déstabilisé. Absolument. Oui. Je peux vous dire pourquoi. Parce qu'avant, d'abord, il y avait une population très faible. Au lendemain de l'indépendance, on était 6 millions, après 14 millions. Aujourd'hui, on est, je pense, une quarantaine de millions. Deuxièmement, un règlement obsolète. Nous avons un règlement de voirie qui date de 1947. On devrait nécessairement reprendre. Deuxièmement, toutes les règles que nous instaurons sont des règles coercitives. Il n'y a aucune liberté de production. Les agences urbaines, le ministère de l'urbanisme, les lois qu'on nous impose ne nous permettent... Aujourd'hui, quelqu'un qui... Il faut bien encadrer oui, aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait faire la pyramide du Louvre, il n'aurait jamais la possibilité de la faire au Maroc. Peut-être parce qu'elle ne connaît pas notre culture. Même dans le Louvre, nous, à l'époque, on avait fait des grèves contre la pyramide du Louvre, parce que vous vous rendez compte, dans la cour du Louvre, ça a été très bien vu. C'est la réglementation chez nous qui doit être revue. Les plans d'aménagement, on nous impose des choses absolument innommables, les schémas directeurs et le système de fonctionnement global de l'urbanisme et de l'architecture. Vous en avez... en lisant ce que vous avez fait depuis... Vous écrivez sur les réseaux sociaux, vous publiez de temps en temps. Vous avez publié trois romans. Oui. Romans. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à la lecture? Moi, j'ai toujours énormément lu. Et à l'écriture? Et énormément écrit. Déjà au lycée, à l'époque, quand j'étais là, je faisais la dissertation de mes copains. Je suis très, très mordu par ça. J'ai toujours écrit sur des supports différents. C'est-à-dire, je pouvais écrire sur une serviette en papier, sur un bout de journal, etc. Et à un moment donné, une amie m'a offert une sorte d'agenda. Elle m'a dit, rédige tes idées là-dedans. Et à partir de là, je suis parti, j'ai commencé à écrire. Et voilà, donc j'ai commencé à publier. J'adore écrire. Je trouve que c'est très passionnant. Mes personnages prennent de l'envergure. Ils deviennent indépendants de moi. Vous imaginez, je crée un personnage, une histoire, et ce personnage prend son envol tout seul. Je m'explique, par exemple... Je n'avais pas prévu que ce personnage méchant, hargneux, devienne un gentil bonhomme avec l'âge, ou bien qu'il avait une enfance malheureuse. Et puis dans le déroulé du roman, on dirait qu'il s'impose à moi. Vous savez, c'est un miracle répété chaque fois. Alors vous serez peut-être tenté de le confier à ChatGPT pour qu'il devienne votre ghost et commencer à écrire pour vous. Oui, moi je ne suis pas tellement là-dedans. Écoute, pourquoi? Ce qui est en train de nous arriver, si tu veux qu'on fasse le lien avec ça, oui, avec ce qui se passe aujourd'hui, je suis quelqu'un qui freine des cas de fer. Non pas que je sois... Moi, je ne suis pas quelqu'un de passéiste, je n'ai pas de rétroviseur. Moi, ceux qui disent la nostalgie, il y a 10 ans c'était mieux, tout ça, ça n'existe pas chez moi. D'accord. Je suis quelqu'un qui ne voit que devant. Seulement, je pense qu'il faut raison garder et il faut qu'on ne soit pas les esclaves de la technologie.
Nous en sommes les maîtres. Nous en sommes les maîtres. Or, aujourd'hui, nous sommes en train d'en devenir les esclaves. Vous avez un téléphone portable. Ah, bien sûr. Et donc, je suis à la page. De temps en temps je suis partout téléphone. Dans TikTok, Twitter, tout ce que On ne peut pas considérer ça comme une sorte d'esclavagisme à l'égard de Non, parce que moi, je l'éteins quand je rentre chez moi d'abord. D'accord, oui. Quand je pars en vacances dans un lieu où j'ai envie de m'amuser, tu ne pourras pas me contacter. Moi, je refuse catégoriquement de dormir avec le téléphone allumé. Ouais. Je refuse que ce téléphone soit mon maître. Donc, dans mon métier d'architecte, il est très utile. Bien sûr. Et d'ailleurs, je vais faire un lien. Imagine un truc extraordinaire. Dans un pays où il y a 50-60% d'analphabètes, la population a développé... On est un peu mieux que ça. On est optimiste. Mais pas à 60, pas 40, 50, peut-être 60. 40. Non, pas 40. C'est de la population a développé un langage propre à elle. Oui. Elle a latinisé le dialecte. Et la dernière des personnes, le dernier des éboueurs ou là du concierge peut communiquer par WhatsApp et tout ça avec un lettrage. C'est la technologie, c'est justement ce que je disais. C'est pas la technologie, mais l'intelligence aussi d'un peuple qui n'est pas instruit. Parce qu'un peuple instruit n'aurait pas eu besoin d'inventer... Peut-être qu'il n'est pas lettré. Pas lettré, non, instruit. Oui. Non, il n'est pas lettré. Écoute, écrire, maintenant, tout le monde le fait. Et pour revenir à cette technologie, à l'intelligence artificielle qui se développe, vous écrivez, vous donnez une instruction au chatbot, et il produira pour vous, et vous n'aurez plus qu'à lire. Mais vous avez vu donc vous aurez votre ghost, comme beaucoup de monde. Mais vous avez vu le niveau des commentaires, vous avez vu comment il y a une sorte de nivellement par le bas. Moi, je vais vous dire, pour qu'on soit clair. Le dernier post que j'ai écrit qui s'appelle Kezako, qu'est-ce qui nous arrive? C'est ça un petit peu, c'est ça. D'abord, tout ce que nous voyons, les films qu'on nous impose, on est en train de donner une image, presque en faisant croire, parce que j'ai des petits-enfants, que le couple normal n'existe plus, ou là il n'a plus d'avenir. Que la fonctionnalité d'une famille... Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Moi, je pense qu'il faut garder certains repères, et puis nous évoluons. On doit avoir de la tolérance et tout. Cette technologie à outrance, cette facilité, ces enfants accrochés à leur téléphone et à leurs écrans, c'est ce manque de... Vous savez, à l'école d'archi, pour revenir à ça, il y a une quinzaine d'années, les étudiants se fréquentaient entre filles et garçons. Aujourd'hui, le gars, il a sa fille à côté, il est en train de chatter avec une nana. Est-ce que c'est le directeur de l'ENA qui a peur pour son école, pour son avenir? Non, pas vraiment. Est-ce que c'est cela ce que tu es en train de me dire? C'est pas ça. Je trouve... Quand on voyageait... Moi, ancien directeur de l'ENA, je continue à avoir un sentiment de paternité vis-à-vis de l'école. Et j'ai peur pour mon école. Non, mais pas vraiment. Moi, je suis quelqu'un qui aime la vie, qui aime s'amuser. Je suis motard, vous le savez très bien. Non, je trouve pas normal que ces contacts humains qui existaient entre étudiants soient aujourd'hui beaucoup plus, je dirais pas froids, désabusés. C'est des contacts désabusés. Quand on partait en voyage, ils étaient là à se rencontrer, à faire la fête. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus... On est sur nos écrans. Imagine, on est en 2023. Oui. Imagine cette évolution dans une dizaine d'années. Je ne serai peut-être pas là. On ne sera peut-être pas là, mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est quelle est notre vision du futur. Toutes les civilisations qui sont passées avant, grecques, romaines, pharaoniques... C'est un regard vers le passé, toi qui n'as pas de rétroviseur. Ont connu leur apogée, et puis ont chuté. Ouais. Et chaque fois, ça a été parce que les Arabes, la civilisation musulmane en Andalousie, ils se sont laissés aller à la musique, à la fête et tout ça, en laissant leurs intérêts. Et tu trouves que c'est le cas maintenant? Nous sommes en train de nous laisser aller? Mais oui, non, pas maintenant, est-ce pas que notre tu ne crois génération. pas que nous sommes en train, enfin pas nous, parce que nous sommes des consommateurs, nous sommes en train de développer un certain nombre d'instruments, AI, l'intelligence artificielle, pour contribuer à une accélération dans le développement dans un certain nombre de domaines, ce qui m'amène à revenir à ce que je te disais tout à l'heure. Tu as peur pour ton école qui va disparaître sous sa forme actuelle pour être autre chose. Je veux bien qu'elle se développe sous une autre forme. C'est pas ça le problème. Non, je suis même pas dans cette histoire-là. Moi, j'ai même fait un post, plutôt un article en architecture, en expliquant que les volumes que nous avons aujourd'hui en termes d'école, ce qui héberge l'étudiant, ne sont plus d'actualité. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'ateliers, on n'a plus besoin d'espace. Une alcôve suffit, on peut discuter comme nous le faisons ici. Tout le système, même ces couloirs qu'il y avait dans nos vieux lycées, tout ça doit évoluer. Donc on peut faire de l'architecture dans le metaverse. Bien sûr.
Bien sûr. Alors, que deviendrait l'école dans ces conditions? Qu'elle soit transformée, réinterprétée. Comment? De différentes manières. D'abord, quand tu vois à Vancouver, j'ai vu les nouvelles universités, tu as ce qu'ils appellent le nid, c'est une sorte d'espace commun où tout le monde se rencontre. Tu as le prof qui est assis avec son étudiant dans un coin en train de taper sur son clavier. Et ça fait une sorte de communauté qui vit différemment, qui n'a pas besoin des mêmes espaces, ni des mêmes, du même isolement, si vous voulez, physique. Parce que chacun est connecté. Donc l'école avec la classe, le prof qui rentre n'a plus aucune importance. Aucune. Il faut qu'on se développe dans ce domaine. Moi, ça ne me pose pas de problème. Moi, le problème qui me pose, c'est un problème social. C'est qu'est-ce qui va arriver aux générations futures en termes de vie de couple, en termes de relations. Qu'est-ce qui nous attend? Se réinventer? Se réinventer. Mais approcher la vie de manière différente? Oui, mais tu sais, regarde, quand on revient quelques décennies avant, vous aviez toujours un peu de repères de votre papa et qui lui avait des repères de son. Vous avez évolué par rapport à votre père et moi aussi. Mes enfants ont évolué par rapport à moi. Maintenant, il y a une sorte de rupture. Il n'y a pas de repère entre les petits et nous. Il n'y en a plus. Est-ce que ce n'est pas parce que, comme tu disais tout à l'heure, certains parmi nous refusent la chose et freinent de leurs quatre fers, pour reprendre ton expression? Quand tu as Elon Musk qui pose la question sur l'intelligence artificielle, qui lui-même est dans l'intelligence artificielle, il y a une sorte de signal d'alarme quelque part. Il y a aussi Apple, il y a une sorte de signal d'alarme qui dit, parce qu'on ne sait plus où on va. Avant, il y avait un progrès qui se faisait sur une longue période. Maintenant, le progrès se fait à la minute. Ce que nous sommes en train de discuter aujourd'hui peut devenir dépassé demain. Ça peut être en termes de... Ça peut être un médicament, ça peut être un régime, ça peut être une façon de voir les choses. Et puis demain, on te dit non, c'est pas ça. Donc ça va à une grande vitesse. Est-ce que les sociétés arrivent à évoluer à la même vitesse? Elles devraient. Elles ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des robots. Il faut un temps d'adaptation. Nous avons pourtant produit cette intelligence artificielle, et chaque jour qui se passe... Est-ce que tu sais combien d'intelligences artificielles ont été créées pendant le mois de mars dernier? 1600 et quelques dizaines. 1600. Et chaque jour, il en est. Des milliards. Il y aura des milliards. Utile, pas utile, nécessaire? Utile je dirais utile à 50%. Utile. 50% dans tout... Tu sais, quand j'enseigne mes étudiants, je leur dis, l'ordinateur est un outil extraordinaire. Moi, avant, quand j'étais au Beaux-Arts, pour faire une perspective, ça me prenait 3 jours, 4 jours, avec des lignes conductrices, avec la ligne d'horizon. Aujourd'hui, ça lui prend 1 heure. Donc c'est extraordinaire. Les outils que nous avons aujourd'hui sont absolument fabuleux. Aujourd'hui, on peut scanner quelqu'un à distance, on peut diagnostiquer un mal. C'est des choses fabuleuses. Mais à quel moment ces choses vont devenir nos maîtres? Il nous appartient, et à notre intelligence, de savoir encadrer tout ça et de savoir le projeter. Est-ce qu'il y a des gens qui ont tiré cette sonnette d'alarme? Qui est en train de mettre pas un frein, une sorte de limite à tout ça? Mais en fait, l'intelligence humaine n'a-t-elle pas toujours réussi à encadrer ce genre de situation? Est-ce que vous avez le recul nécessaire pour le savoir? Est-ce que nous l'avons? Je ne sais pas. C'est peut-être ce que demande, et peut-être pas ce que demande Elon Musk. Et c'est pas en 6 mois qu'il va le savoir. Alors, les dégâts, vous allez les... Regardez ce qui se passe dans le monde. Vous savez, je vais vous dire, au niveau conscience. Aux États-Unis, vous voyez un chirurgien esthétique, la femme lui demande de ressembler à un chat. Et il lui fait des implants. Mais où on va? Je veux dire, il n'y a plus de déontologie. Il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Et pourtant, il y a des produits très beaux que cette intelligence artificielle génère. Oui, mais encore une fois, moi j'adore le fait d'avoir de la technologie à ma portée, d'avoir ces moyens que nous avons aujourd'hui. Mon téléphone, mon portable, c'est absolument fabuleux. Je peux travailler la voiture. Ma voiture, elle me dit, écoute, il faut que tu fasses une pause, tu as trop roulé, et tout ça. C'est extraordinaire. Ouais. Donc je me dis, moi j'arrive encore à maîtriser. Ouais. Parce que j'appartiens à une génération qui peut maîtriser en se disant, ça je veux, ça je veux pas. Les autres, les enfants aujourd'hui, absorbent tout, ils digèrent tout. L'éducation a été déclarée par Sa Majesté le Roi deuxième priorité nationale après l'intégrité territoriale. Est-ce que ce n'est pas la solution? Il n'y a pas d'éducation au Maroc.
Est-ce que je pose la question de manière à dire, est-ce que ce n'est pas en éduquant, en encadrant, en orientant, en améliorant la perception des uns et des autres sur les avantages, et éventuellement sur ce que tu appelles toi les dangers, depuis le bas âge? Parce que vous êtes... Bon, j'aime bien cette démarche, je suis tout à fait d'accord avec vous, je suis d'accord à 100%, mais il faut qu'on comprenne une chose. Aujourd'hui, on ne peut plus réfléchir à l'échelle de notre pays. Le problème qui se pose en termes d'intelligence artificielle, ça se pose à l'échelle planétaire. Vous avez vu comment on a souffert quand il y a eu le virus, le corona. Le monde a réagi. Le monde a réagi, mais le monde était à genoux dans sa globalité. Oui, mais il a réagi très vite. Oui, mais il a réagi, mais il a montré aussi sa faiblesse. Ouais. D'accord. Alors, moi, je pense que l'intelligence artificielle et tout ce qui se passe aujourd'hui va un jour nous mettre à genoux. Comment? Je ne sais pas. Ça peut être une guerre, ça peut être n'importe quoi. C'est pourquoi on ne réfléchit pas en amont, aujourd'hui, à ce développement, en disant jusqu'où on peut aller. C'est ça ma question. Je ne suis pas un donneur de leçons. Moi, tu sais, on ne sera pas là. Mais je réfléchis par rapport à mes petits-enfants que j'adore et à tous ceux que j'aime. Je me dis, et puis nous avons un avantage quand même, petit avantage chez nous. C'est notre religion qui fait qu'il y a encore un petit peu quelques ficelles qu'on arrive à tirer. Et encore, je me dis pourquoi on n'arrive pas à réfléchir sur un déroulé d'une 50aine d'années en disant cette courbe, elle va nous amener où et comment? C'est impossible. Non, on peut le faire en disant... Au rythme où les intelligences artificielles se développent. Donc il est impossible de projeter sur 50 ans, une année, 2 années, 3 années. Donc elles vont nous dominer. Non, je pense, enfin, la question est pour toi. Je pense que se réinventer, se revoir ses potentiels, c'est vrai qu'à une échelle plus large qu'à celle d'un seul pays, peut-être serait utile de le faire. Mais vous êtes un intellectuel. Vous voyez comment vous parlez. Je suis désolé. Vous parlez en intellectuel. Aujourd'hui, quelqu'un qui aura votre âge dans... Devrait être chez lui? Non. Quelqu'un qui aura votre âge dans 40 ans, il n'a pas ce bagage. Il ne peut pas l'avoir. Vous êtes encore de la génération... Il aura un bagage différent. Non, vous êtes de la génération qui a eu des livres, qui a eu un passé, qui connaissait l'histoire, la géographie, les pays. Ceux-là ne sont pas là-dedans. Il faut comprendre, moi je forme des étudiants. Ils ne sont pas là-dedans. Ils ont Google, ils peuvent chercher et ils ne cherchent pas. Comprenez, ils n'ont pas cette... Aujourd'hui, vous prenez un étudiant, vous lui dites Mao Tse-tung ou la révolution bolchevique, mais il ne sait même pas ce que c'est. Mais c'était notre logique, oui, mais si tu veux bien, ça n'était pas notre logique des études. Maintenant, est-ce que nous, à l'époque, qu'est-ce qu'on s'en foutait de la civilisation pharaonique? Pourtant, on l'a apprise, parce qu'elle fait partie d'un bagage humanitaire. Écoute, humanitaire, pas marocain, pas Ben Saïd, pas Kadili. Alors, ils n'ont pas ce que vous dites, c'est parfait, parce que c'est vous. Parce que vous avez un bagage et un vécu qui était à cheval entre cette civilisation technologique et cette civilisation qui n'était pas technologique. Nous, toi et moi, quand on nous a introduit la cassette de musique, c'était une révolution. Quand on nous a mis la cassette vidéo, mais ça prenait 10 ans, 15 ans pour sortir. Aujourd'hui, chaque jour, moi j'achète un logiciel, demain on me dit il est obsolète. J'achète un truc, on me dit ouais, tu as encore la tablette. Ouais, attends, ça c'est fini. Et je deviens fou, même dans mon agence. Monsieur, ouais mais là non, c'est fini. Non, on ne peut plus travailler avec ça. Donc ça ne me dérange pas à la limite, parce que ça c'est la technologie qui va très vite. Mais il faut avoir, comment dirais-je, un ancrage sociétal pour pouvoir accepter les belles choses et les filtrer. Mais si on n'a pas cet ancrage et cette réflexion, cette intelligence, on ne peut pas. On va se laisser faire. On va accepter tout ce qui vient. Déjà, les gens écoutent un truc sur TikTok, ils croient que c'est vrai. Hein? Et donc, moi, quand je le lis, je me dis, mais la source, elle est d'où? Oui. Comprenez? À l'ENA, plutôt dans une université, Euromède de Fès, tu assures des cours. Oui. Bien. Euromède de Fès a choisi d'enseigner l'architecture de manière différente. Oui. Et depuis quelques années. Oui.
Est-ce que tu peux nous parler comment vous Ils enseignez? le font bien, écoute, ils le font bien, ils sont jeunes. Écoute, l'école d'architecture de Euromedfez est une école jeune. Ils ont beaucoup d'enthousiasme, ils ont un très bon président d'abord, parce que c'est dans un système universitaire, et que j'aime beaucoup d'ailleurs ce monsieur, et il y a une sorte d'engouement pour ce métier. Maintenant, quand vous savez, quand on débute, il y aura toujours des erreurs. Les erreurs, par exemple, c'est au niveau le choix des étudiants en début d'année, au début, ceux qui viennent s'inscrire, peut-être qu'il faudrait filtrer un peu plus. Mais la formation est bonne, elle est bonne. Elle se fait en collaboration avec des écoles prestigieuses en Europe. Elle suit son petit bonhomme de chemin. En utilisant l'intelligence artificielle. En utilisant l'intelligence artificielle, absolument. D'accord. Donc toutes vos constructions sont oui, mais je me rends compte aussi de... En réalité augmentée, en réalité virtuelle. Oui, mais je ne voudrais pas être mauvaise langue non plus. Mais je me rends compte aussi des lacunes qu'il y a au niveau des étudiants en termes de bagage intellectuel. Et cette intelligence artificielle n'arrive pas à leur donner... Non, je m'excuse. Elle arrive à leur donner, mais eux ne savent pas le chercher. Peut-être que c'est un effort qui doit être fait par l'école. C'est un effort qui doit être... Pas par l'école, par le système en entier. D'accord. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est une bonne façon de voir les choses. Ils ont des lacunes énormes, comme pas seulement à Euromed, tous les étudiants marocains, alors qu'ils ont un outil qui pourrait combler toutes ces lacunes. Moi, quand j'ai fait mon diplôme au Danemark, j'ai fait un centre islamique au Danemark. Mais c'était un centre islamique dans le sens où intégration, apprentissage de l'arabe pour les non-danois, un endroit où on pouvait faire des échanges. Mais pour avoir un document, j'attendais 2-3 mois qu'on me l'envoie d'Allemagne ou de France. Aujourd'hui, en 2 clics, on a le document. Mais cette curiosité intellectuelle n'existe pas chez eux, chez nos jeunes. Ils la prennent comme on mange un McDo. Là, je vais la prendre, la pondre tout de suite parce que j'ai besoin de répondre à mon prof qui me casse les pieds, et j'oublie. Alors si une demi-heure après, je lui dis, bon, tu as parlé de l'architecte tel et tel, il dit, ouais, mais c'est qui? Vous comprenez? Avant de t'accueillir, j'ai fait une sorte de balayage du paysage dans notre ville, Rabat, qui s'améliore de jour en jour, qui devient de plus en plus belle. Et parmi tout ce que j'ai vu, 2 monuments, entre guillemets, ont retenu mon attention. Le théâtre de Rabat et la tour Mohamed VI. Oui. Les 2 ouvrages sont beaux, l'un comme l'autre. Je me suis arrêté sur la tour, le théâtre de Rabat. Et je me suis posé la question, est-ce que l'architecte, Dieu ait son âme, n'a pas eu recours justement à des technologies que les architectes n'utilisaient pas dans le temps pour construire quelque chose de cette nature. Et également pour la tour, pour faire toutes les simulations, pour faire toutes les projections, etc., tous les calculs nécessaires pour réaliser un ouvrage de cette taille. Ce qui m'amène à la question suivante. L'architecte d'aujourd'hui disparaît bientôt et demain pour donner place à un architecte tout à fait différent. Oui, absolument. Et il ne peut pas continuer son bonhomme de chemin comme il le fait aujourd'hui. Le système est en train d'évoluer, mais il restera toujours le maître d'œuvre, ça c'est certain. Il y a une sorte de réflexion, parce que nous, on n'a pas seulement le côté design, on a le côté qui se rapporte à la société, il y a la psychologie, il y a beaucoup de choses qu'une machine ne peut pas remplacer. Seulement, il va disparaître tel qu'il est, comme je l'ai vécu moi, comme ma génération, et même ceux qui sortent maintenant, il va disparaître. Absolument, il faut qu'il se transforme. Ça va être un prestataire de service qui va aller puiser les idées un petit peu partout, qui va peut-être les coordonner, faire un suivi de chantier avec des moyens d'ailleurs technologiques aussi. Maintenant, il y a des moyens très sophistiqués. Là, je travaille sur le parking de Salé. Et déjà, là, vous croyez, on a travaillé avec un système, parce on est dans un lieu où il y a une dimension patrimoniale et il y a le tram. Et là, on a utilisé des moyens extraordinaires pour le blindage. On a des sociétés qui ont fait des ingénieurs. On a de très bons ingénieurs au Maroc. C'est vrai. On a fait des scannings de la roche et tout ça. Et là, vous vous rendez compte de la technologie d'ailleurs. Bien sûr, ça va évoluer. C'est certain que ça va évoluer, que ce métier tel qu'on le conçoit avec l'agence, le cabinet, même l'agence n'a plus d'importance. Telle qu'elle est conçue, je n'ai pas besoin d'un lieu comme ça. Je peux rester dans un coin,
et pianoter, avoir une autre architecte ailleurs et on sort le produit. D'accord. Le besoin des gens est en train d'évoluer aussi, ça c'est certain que l'architecture telle que... Le maintenant, coût également. Le coût également. Par contre, juste une parenthèse, le théâtre de Zaha Hadid, si on devait respecter le règlement d'urbanisme Maroc, il n'aurait jamais vu le jour. Vous voyez, non, voilà. Il est là. On ne peut faire une belle chose que si on nous lâche la bride. D'accord. Peut-être qu'on le fera pour les intelligences qui se développeront, qui iront chercher les textes là où il faut, etc. L'être humain est une série d'algorithmes et donc les robots le deviendront. Il y a 2 jours, Bloomberg a lancé son GPT pour des analyses financières. Donc chaque jour, on aura des choses comme ça. Bientôt, de votre lit, de votre chaise, au bureau, même pas. Vous pouvez avoir accès à tout ce que vous voulez. Absolument. Et ça vous inquiète? Non. Moi, c'est pas ça qui m'inquiète. Encore une fois, je reviens toujours à la société et aux personnes et aux groupes familiaux. Nous aurons plus de temps à passer ensemble. Pas nécessairement dans le bon sens. Pourquoi pas? Plus de loisirs. En donnant une instruction, reprenons pour tes écritures. Quand on n'avait plus aucun repère, quand on est en train de faire l'apologie des structures familiales monoparentales ou... pas chez nous. Mais c'est en train de venir, ça va très vite. Non, mais chez nous, ça va très vite. Non. Et même ici, croyez-moi, ça va très vite. Ah, non, croyez-moi. Je vois, même chez des jeunes, des étudiants. Non, ça va très vite. C'est une vague? C'est pas une vague, c'est une réalité, ils sont là. La dernière fois, on parlait avec de jeunes filles de l'école d'architecture et puis il y a un groupe qui me disait oui mais les hommes, la polygamie, pas polygamie, je dis ça c'est l'islam, chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, sharia, c'est une chose, la loi au Maroc est une autre chose. Chez nous, les relations parentales sont cadrées. Et puis il y a la moudouana et tout ça. Et puis les filles, toutes les filles, on dit sans exception, pourquoi on n'a pas la polygamie chez nous, ce qu'on appelle la polyandrie. Je dis vous parlez sérieusement? Je dis, on peut très bien gérer 3 ou 4 hommes. Nous, on n'a pas de problème. Question rhétorique, non? Et là, question rhétorique, non? Pardon? C'est une question qui a été posée comme ça. Oui, c'est une question, mais il y avait une sorte d'adhésion autour de la question qui était amusante, parce que j'ai dit... Moi, je suis très cool avec mes étudiantes. Et le fait que le système de réflexion est en train d'évoluer, qu'il y a une liberté d'expression, montre une société en plein mouvement qui s'accélère et qui veut se permettre tout. Mais est-ce que l'école d'architecture est représentative du Maroc? Du Maroc? Oui. Vous savez, il faut aller dans le Maroc profond pour la femme de ménage. Je parle à tout le monde. Je travaille avec les bidonvillois. Je suis souvent étonné par la liberté d'expression de personnes qui n'ont aucune instruction. Une femme qui a vécu avec un mari qui est mort récemment, comment elle s'exprime? Elle est avide de liberté, ce qui est légitime, avide de s'exprimer, avide d'avoir un téléphone où elle peut envoyer des messages, etc. Et je veux dire, il y a une accélération de la société. Tout ça, encore une fois, je ne suis pas contre. C'est comment la maîtriser, comment faire qu'on garde un tant soit peu de nos valeurs. Ça nous ramène à l'éducation. Oui. Ça nous ramène à l'éducation. L'éducation, mais il faut que ce soit l'éducation avec des formations, des formateurs de haut niveau. Ouais. Sibin Saïd, ce fut très passionnant. Oui. Là, est-ce que vous êtes membre de l'ordre des architectes? Oui, bien sûr. Oui. Alors, vous avez tous les architectes devant vous, vous leur diriez quoi aujourd'hui? Je leur dirais d'arrêter leur guerre intestine, de ne choisir comme représentants que des gens qui veulent s'engager, parce qu'on ne devient pas... on ne devient pas représentant juste pour avoir le titre de représentant. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas le temps, mais quand on le fait, il faut le faire avec force. Et surtout qu'il y ait une sorte de cohésion et expliquer aussi aux jeunes architectes que nous avons une déontologie, que nous ne sommes pas des mercenaires, ce n'est pas le cas des jeunes architectes en général, et que nous devons... vous savez, il y a un mot que je déteste le plus dans ce pays. Les seniors et les juniors. Ça n'existe pas en Europe en architecture. Non, mais ici, on va si un jeune journaliste vient après toi... Mais on l'avait dans les professions... Ils ne se retroussent pas les manches. Ils disent les anciens n'ont rien fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les révolutions, qui les a faites? Les jeunes. Qui a changé le monde? Les jeunes. Mais 68, c'était pas des vieux grands-pères, d'accord? Et ça, c'est ce que vous direz à vos oui, c'est ce que je dirais à mes collègues. Bougez-vous, retroussez-vous les manches,
prenez en charge les collèges, les conseils régionaux, la présidence l'ordre des architectes, retroussez vos manches si vous voulez garder votre dignité. C'est le début d'un programme. C'est un programme, mais je le veux. Je leur souhaite. Moi, ils m'ont dit de me présenter, je ne veux pas me présenter. Bien, je pense qu'ils vous ont écouté. J'espère. Si Ben Saïd, j'étais très heureux d'avoir cet échange avec vous dans ce face-à-face. Mais face-à-face touche l'éducation. À la demande d'amis de l'ODG, oui. J'ai ouvert un peu, nous ouvrirons davantage. Chers amis de l'opinion des jeunes, voilà que notre face-à-face avec le professeur Ben Saïd, l'architecte Ben Saïd, l'humaniste Ben Saïd et tout simplement si Montassir Ben Saïd arrive à sa fin, je vous retrouverai bientôt dans un autre face-à-face. Jusque-là, prenez soin de vous-même et à bientôt. Merci, Siad Hilal. Merci, Parnas.